Bien, bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour l'accueil et pour l'invitation du CIAF de l'Aube et de tout ce beau collectif d'associations qui se mobilisent en faveur du soutien des aidants. Je vais peut-être commencer par vous raconter comment la question des aidants a émergé, c'est finalement imposé dans des travaux de recherche que je menais il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je faisais partie d'une équipe de recherche en sociologie. Et on s'interrogeait à quelque chose d'assez particulier, c'était les savoir-faire et les compétences qu'ont les auxiliaires de vie qui accompagnent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à domicile. Alors on travaillait dans des services d'aide à domicile, on menait principalement des enquêtes ethnographiques, ça veut dire qu'on observait le travail en train de se faire, on accompagnait des aides à domicile. Puis vous savez, les aides à domicile, quand elles vont aider une personne âgée à se lever, à s'habiller, à faire sa toilette, à manger, en fait, elles viennent aider tout ce qui habite au domicile. Elles viennent prendre en charge finalement toute la maisonnée. Parfois, il y a des animaux domestiques, il y a le chien, elles vont sortir le chien. Il y a les enfants qui sont là, ou les proches, les conjoints. Et nous, on s'interrogeait à ces savoirs qui sont très peu formalisés, que détiennent les aides à domicile, qu'on réduit souvent à des tâches, à l'exécution de tâches domestiques, et qui en fait sont bien plus que ça, puisque ce sont des savoir-faire qui sont en lien avec la relation d'aide. Et en les regardant travailler, on a vu ces proches aidants, qui n'étaient pas du tout l'objet de notre recherche, qui se sont invités dans nos travaux. On les a vus occuper un rôle et une place extrêmement importante au domicile, parce que ce sont eux qui s'occupaient de la personne quand l'aide à domicile n'était pas là. Et notamment la nuit ou à tous les moments de la journée où il n'y a pas d'intervention professionnelle, on voyait bien que ces proches, ils en réalisaient une grande partie du travail d'aide et même de soins. Donc c'est comme ça qu'ils se sont finalement imposés dans un cadre de recherche et d'études, et que j'ai fini par m'intéresser aux aidants. Alors peut-être ce que je vous propose ce matin, c'est de réfléchir à ce lien, à cette relation qui peut être parfois difficile, tendue entre les professionnels et les aidants, en commençant par s'intéresser à qui sont ces aidants. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années en France qu'on commence à en savoir un peu plus, qu'on acquiert des connaissances. Donc comme on commence à stabiliser enfin une vision des proches aidants, je propose qu'on la regarde en détail. On aura peut-être l'occasion au cours de la journée de revenir sur un certain nombre de chiffres. Quand on parle des proches aidants, en fait, on a tout de suite un débat de chiffres. Au début des années 2000-2005, quand j'ai commencé mes travaux, on estimait qu'il y avait 4 à 5 millions d'aidants. On a essayé de faire un chiffrage en 2008, c'est une étude de l'adresse qui sert encore de référence aujourd'hui. 2008, vous voyez, ça a un peu plus de 10 ans, qui estimait qu'ils étaient à 8 millions. Et puis on a fait plusieurs enquêtes d'opinion, des sondages. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont plutôt à 11 millions. Alors en fait, à chaque fois qu'on les compte, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, j'ose imaginer combien ils seront lors du prochain recensement qu'on fera. L'INSEE est en train de travailler sur cette question. Les aidants, c'est d'abord la conséquence d'un phénomène démographique que vous connaissez certainement, qui est le vieillissement de la population. On a un nombre de personnes âgées ayant besoin d'aide au quotidien, qu'on appelle souvent dépendantes de façon assez impropre, qui n'a fait qu'augmenter au cours des 30 dernières années. Et en conséquence de ce nombre de personnes âgées qui a besoin d'aide, en fait, ce sont les familles qui sont directement impactées parce que les besoins appellent des réponses, et les réponses ne sont pas tout le temps délivrées par des professionnels. Alors, au début, on a commencé à parler c'était, je crois, les malades d'Alzheimer qui, en premier, ont fait émerger que les conjoints des malades d'Alzheimer, ils étaient extrêmement impactés par la maladie. Et donc, le terme d'aidant a commencé à être saisi par les associations qui défendent les malades d'Alzheimer. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y avait bien plus que les conjoints de malades d'Alzheimer qui étaient aidants. Il y avait tous ceux qui étaient conjoints d'une personne âgée qui avait des besoins d'aide au quotidien. Et puis bien au-delà, il y avait également tous les parents ou les familles dans lesquelles il y a une personne en situation de handicap, que ce soit un enfant ou un autre membre de la famille. Donc en fait, le terme d'aidant a fait florès et s'est retrouvé à regrouper en son sein un grand nombre de situations extrêmement diverses. Alors d'ailleurs, un détour sur le langage est intéressant. Les aidants, au début, on les appelait des aidants naturels. Et ce terme posait problème, parce qu'on s'est vite aperçu que d'aider un proche
On a une jolie sonnerie qui est aidant naturel, voilà, on plonge dans le film d'horreur. C'était un peu ça. Les aidants naturels, ça ne convenait pas du tout, parce qu'on s'apercevait vite que quand vous devez faire des soins, des soins, y compris des soins infirmiers, liés à l'alimentation, à la respiration, d'un enfant en situation de handicap ou d'un conjoint ou d'un proche, on n'est plus tout à fait dans ce qu'on pourrait qualifier d'une aide naturelle. Donc c'était un rôle qui était beaucoup trop envahissant pour qu'on qualifie de naturel. On voit encore cette appellation aujourd'hui, mais on l'utilise vraiment de moins en moins. On a aussi utilisé pendant un temps un terme aidant informel. Pour le coup, qui le distinguait bien des professionnels. Vous êtes plutôt des professionnels et on disait, bon, il y a les aidants informels. Sauf qu'en disant aidants informels, on faisait une belle opposition entre ceux qui sont formels, les professionnels, et ceux qui ne le sont pas. Donc on ne facilitait pas franchement le dialogue entre les deux. Donc on s'est aussi dit que la notion d'aidant informel était impropre. Et aujourd'hui, donc on parle de proche aidant. Pourquoi on parle de proche aidant ? Parce qu'en fait, il n'y a pas que des aidants familiaux. On parlait aussi d'aidants familiaux longtemps. Les aidants familiaux, c'est 80 à 90% des aidants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 à 20% d'aidants qui sont finalement des membres de l'entourage, bien souvent des voisins, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être tout un tas de personnes autour de la famille qui ne sont pas forcément dans un lien de parenté avec la personne. Voilà pourquoi on parle de proche aidant, pour avoir une approche plus englobante de toute cette population. Donc je vous le disais, chaque situation d'aide est singulière. Elle est singulière parce qu'elle repose sur différents critères. D'abord la nature du lien qu'il y a entre la personne aidée et l'aidant, la durée de l'aide. Alors ça c'est un point que j'ai eu l'occasion de souvent évoquer dans des conférences que je fais notamment avec des proches aidants. Là vous êtes un public composé en grande partie de professionnels, ça va être intéressant de voir les échanges qu'on aura ensemble. Il y a beaucoup d'aidants qui m'ont interpellé en me disant mais comment on faisait avant, comment ça se passait, pourquoi c'était pas plus simple. Pour une raison assez simple, c'est que en fait avant, quand vous étiez une personne qui avait besoin d'aide, ça durait beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui. Avec les progrès de la médecine, et on peut s'en réjouir, aujourd'hui il y a des personnes qui ont besoin d'aide et qui vont pouvoir vivre pendant encore de longs mois, voire de longues années. Et donc ça n'a rien à voir d'aider ponctuellement quelqu'un pendant 3 semaines ou 3 mois et de l'aider pendant 3 ans ou pendant 30 ans. J'exagère à peine, hein, c'est sur ces registres-là que ça se joue. Donc voilà pourquoi dans les années 50 ou 60, quand il y avait des personnes âgées qui devenaient très incontinentes, très grabataires, qui avaient besoin d'aide, ça ne durait pas très longtemps. Et voilà pourquoi les questions des aidants ne se posaient pas beaucoup à cette époque-là. Et voilà pourquoi elles se posent aujourd'hui de façon beaucoup plus accrue, parce que la durée de l'aide a significativement augmenté. Les aidants sont aussi très très différents les uns des autres en fonction du type de maladie ou de handicap que porte la personne aidée. Vous avez des personnes aidées qui vont avoir de gros besoins en aide et en soins notamment infirmiers ou médicales, d'autres qui vont plutôt avoir si on prend l'exemple des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, on va plutôt avoir besoin d'une surveillance, d'une présence, et ça ne va pas être des actes techniques de soins, ça va plutôt être de l'attention. Donc vous avez forcément, pour les aidants, des situations qui vont être très différentes les unes des autres en fonction du type de besoin de la personne aidée. Et puis on aura l'occasion d'en parler, les aidants vont trouver sur leur territoire, dans leur proximité ou leur environnement, des ressources extrêmement diverses, des ressources en termes d'aide financière, d'aide matérielle, de services. On a cette fausse idée sans doute que vous connaissez très bien, qu'en France on vivrait tous dans le même pays soumis aux mêmes lois de la République, et en fait quand on regarde sur les territoires on s'aperçoit qu'il y a des écarts énormes d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre, entre ce qu'on peut trouver comme accès aux services, aux aides et aux soins. Donc selon là où habitent les aidants, la situation va être plus ou moins difficile. Voilà pour un rapide paysage des aidants. Alors, on peut regarder à quelles difficultés ils sont confrontés, ces aidants. Je préfère parler du terme de difficulté que de besoin. Et peut-être que s'il y a des témoignages d'aidants, on pourra y revenir. Souvent, on utilise par facilité ou par raccourci, on dit quels sont les besoins des aidants. Et quand vous évoquez cette question avec les aidants, ils vont vous dire mais vous savez, moi j'ai pas des besoins. Hein. Celui qui a besoin, c'est la personne que j'accompagne, que j'aide. Moi, j'ai pas de besoin. Moi, je suis une partie de la réponse. Donc, je préfère qu'on utilise dans le langage le mot besoin avec les personnes aidées, qui elles ont des besoins,
Et pour les aidants, quelles sont leurs difficultés? Et regardons quelles sont leurs difficultés. Alors, les difficultés, la principale difficulté, c'est déjà l'accès à l'information. Le témoignage qu'on a eu de la dame est assez révélateur et emblématique. C'est très compliqué d'obtenir la bonne information sur le service, l'aide qui répondrait à son besoin. Alors, on a fait une étude il y a quelques années avec Andéo, j'aurai l'occasion de dire un mot sur Andéo. On a fait une étude sur les besoins en aide humaine des enfants en situation de handicap. Et merci. Et on a fait des entretiens avec des parents d'enfants handicapés qui nous racontaient leur parcours en tant que parents d'enfants handicapés. Et ce qui était très, très révélateur, c'est qu'on avait estimé qu'ils avaient mis à peu près 3 ans entre le moment où ils ont su que leur enfant était porteur d'un handicap et le moment où ils ont trouvé la MDPH qui aura pu monter un dossier d'aide humaine notamment, sans compter le délai après d'instruction du dossier. Donc vous voyez que l'accès à l'information, trouver la bonne porte à qui s'adresser, ça peut être extrêmement long. Donc la première difficulté que rencontrent les aidants, c'est d'avoir accès à l'information et donc de connaître leurs droits. Beaucoup d'aidants, alors ça c'est une très grande caractéristique des aidants, beaucoup d'aidants ne savent pas qu'ils sont aidants, ne s'identifient pas du tout à ce terme. On essaye de le mesurer chaque année. En 2010, on estimait qu'il y avait un tiers d'aidants qui connaissaient le mot aidant et qui se disaient aidants. En 2019, on était très contents parce que c'est passé à plus de 50%, 54%. Donc il y a la moitié des aidants qui connaissent le mot aidant et qui s'identifient en tant qu'aidants. C'est-à-dire qu'il y en a encore la moitié d'entre eux qui ne connaissent pas ce mot et qui ne s'identifient pas comme des aidants. Donc une des grandes caractéristiques, c'est ça. On a, de façon réciproque avec la difficulté d'accéder à l'information, des professionnels qui sont trop peu sensibilisés sur les aidants. Il y a une association qui s'appelle Avec nos proches, qui, vous connaissez peut-être, elle a un numéro de téléphone, c'est de l'aide entre pairs. Ce sont des anciens aidants qui, au téléphone, répondent aux appels d'aidants qui cherchent du soutien. Et Avec nos proches, a réalisé une étude auprès des professionnels de santé, auprès de 4 catégories de professionnels de santé, les médecins, les généralistes, les infirmiers, les kinés et les pharmaciens. Pour essayer de mesurer quelle était leur connaissance sur la question des aidants, qu'est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils identifiaient, est-ce qu'ils repéraient des proches aidants, est-ce qu'ils savaient les orienter vers les ressources présentes sur le territoire. Et alors, sans surprise, on a moins de 10% des médecins généralistes qui connaissent la notion d'aidant. Vous imaginez un peu le progrès qu'on a à faire. C'est pour vous donner un peu l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. Donc, les professionnels de santé en premier lieu, qui sont la première ligne où on pourrait repérer les proches aidants, sont encore très insuffisamment formés et connaisseurs de cette question. Ensuite, les difficultés qui se posent aux aidants, c'est en lien avec la charge de travail que représente l'aide et qui les expose à de nombreux risques. Alors d'abord des risques en matière de santé, les troubles du sommeil, l'épuisement, le mal de dos, les douleurs articulaires, la dépression, le fait de reporter des soins qui pourraient être prévus. On a un vrai problème de santé publique qui se pose pour les aidants, qui en fait sont souvent absorbés par la réponse aux besoins de la personne qu'ils accompagnent et en viennent à négliger leur propre santé. Alors il y a eu un chiffre un peu alarmant qui avait été diffusé par France Alzheimer, je crois, il y a quelques années, qui disait qu'il y avait un tiers des conjoints de malades d'Alzheimer qui décédaient avant la personne malade. On a eu du mal à le vérifier, ce chiffre, mais ça montre bien néanmoins l'ampleur du problème de santé qui se pose pour les proches aidants. On a des problèmes de conciliation entre son rôle d'aidant et puis sa vie personnelle, voire sa vie professionnelle. Alors pour info, il y a la moitié des aidants, de ces 8 à 11 millions d'aidants qu'on estime en France, qui sont des actifs, qui ont un travail. Donc c'est une vraie difficulté d'arriver à concilier un rôle d'aidant qui implique de surveiller la personne, de l'accompagner à des rendez-vous médicaux, de passer chez elle régulièrement, et puis d'avoir une activité professionnelle à côté. Donc on connaît les risques, c'est les risques d'absence au travail, des évolutions de carrière qui sont freinées ou empêchées par ce rôle d'aidant. Des risques également en matière de vie sociale, parce que quand vous êtes absorbé par un proche qui a besoin d'aide, vous ne pouvez plus avoir les mêmes activités de loisirs, vous ne pouvez plus voir vos amis, vous ne pouvez plus sortir autant que vous le souhaitiez. Et donc il y a un risque d'isolement très fort dont les proches aidants témoignent. Et puis également un risque financier, alors pas que sur le plan d'ailleurs de la précarité, ça peut être aussi
sur le plan aussi affectif ou émotionnel. D'une part financier, parce que les aides, on le verra après, ça coûte de l'argent. Les gens vont... les aides ne sont pas, je ne lève pas un secret de Polichinelle, ne sont pas remboursées comme les soins. Ah, il y a un petit changement de son. Donc il y a un reste à charge qui est plus ou moins fort pour l'aide et que les familles compensent en partie. On estime que la plupart du temps, les aidants se débrouillent très bien à concilier leur rôle professionnel, leur vie personnelle, familiale et puis leur rôle d'aidant. Donc finalement, ils n'ont pas besoin de soutien particulier, ils ne sont pas des besoins, ils n'ont pas de difficultés qu'ils arrivent à surmonter. Et on estime par contre qu'il y a environ 20% des proches aidants qui, eux, ont des difficultés et qui, eux, auraient besoin d'un soutien. Alors ces 20% des aidants, en fait, ce sont ceux qui sont le plus exposés et qui réalisent la plus grande partie de la charge du travail de l'aide. Alors aujourd'hui, on a des outils scientifiques qui nous permettent de mesurer la charge de l'aide, notamment la charge ressentie. Et c'est pour ces 20% d'aidants qui ont un risque d'épuisement particulier qu'il faut finalement s'interroger, s'inquiéter et essayer de trouver des solutions. Alors juste pour que vous puissiez mieux comprendre, la charge ressentie, ça se constitue à la fois des tâches qui sont effectuées, que ce soit en matière de soins, d'aide, de démarches administratives, de présence, de surveillance, etc. Ça relève aussi du niveau de dépendance de la personne, mais également des ressources disponibles sur le territoire, j'en parlais précédemment, et puis du ressenti des aidants, puisqu'il y a des aidants qui, malgré une charge très importante, vont finalement le vivre très bien. Et ces gens-là, ça serait une erreur de vouloir les soutenir plus que finalement ils n'attendent. Alors que pour la même situation, un autre aidant le vivra très mal. Et c'est là où il faut être particulièrement attentif. Donc voilà le point sur la charge ressentie des aidants. On s'interroge depuis quelque temps sur la conciliation entre vie professionnelle et puis ce rôle d'aidant. Je vous le disais, la moitié des aidants sont en emploi, dans la vie active. Ça représente un salarié sur 5 dans les entreprises. Donc ça veut dire que si dans la salle vous êtes tous des professionnels, il y a peut-être un 5e d'entre vous qui a ce rôle d'aidant dans sa vie personnelle ou qui va l'avoir. Donc c'est pas rien pour les entreprises. On connaît le risque en matière d'absentéisme, la diminution de productivité ou les conséquences sur l'évolution des carrières. Le fait est que la plupart du temps, les aidants dans l'emploi ne le disent pas, qu'ils sont aidants, parce que ça pourrait être préjudiciable pour justement leur carrière ou pour le regard qu'on peut porter sur eux. Donc c'est pas quelque chose dont on parle forcément à ses collègues et encore moins à ses managers ou à sa hiérarchie. C'est plutôt quelque chose qu'on masque ou qu'on cache, aussi pour des raisons d'intimité ou de vie privée. On n'a pas forcément envie de transparent ou de tout afficher. On a aujourd'hui des entreprises qui se mobilisent. Alors ça fait déjà quelques années que les entreprises essayent d'agir en faveur des aidants à travers différentes modalités, que ce soit le don de congés ou de RTT, le télétravail, les aménagements des horaires, la sensibilisation des managers pour que justement on puisse identifier dans les équipes qui sont les salariés qui peuvent avoir des contraintes familiales et notamment ce rôle d'aidant, à travers de l'information que les entreprises peuvent proposer et même des financements. La plupart du temps, les entreprises en tirent des bénéfices en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail ou même sur leur politique de RSE. Petit espoir, on voit une évolution des dispositifs légaux. Vous savez, le congé de proche aidant qui était institué depuis quelques années, à la demande des associations, était finalement extrêmement peu utilisé puisqu'il n'était pas indemnisé. Donc tout le monde me disait c'est bien d'avoir créé un congé, mais tant qu'il n'est pas indemnisé, finalement les gens ne pourront pas s'en saisir. Donc petite victoire, comme quoi les choses progressent et avancent. On vient enfin d'obtenir une indemnisation de ce congé d'aidant. Donc voilà, il y a aussi matière à avoir de l'espoir. Les choses évoluent. Alors je fais un petit focus sur un label qui a été construit très récemment par Andéo. Je vous disais, Andéo, c'est une association qui réunit la plupart des associations nationales représentant les personnes en situation de handicap, l'APF notamment, la FISAF, la Fédération des aveugles, j'en oublie, Trisomie 21, toutes les grandes fédérations nationales du handicap sont quasiment représentées au sein d'Andéo. Et Andéo a deux métiers.
un métier de certification de services et de labellisation, et puis un métier d'observatoire des besoins et des aides humaines, donc une direction plutôt scientifique. Et en partenariat avec un groupe de protection sociale, Andéo a construit un label pour finalement valoriser les entreprises qui s'engagent en faveur de leurs salariés aidants. J'ai mis rapidement les grandes caractéristiques de ce label. Aujourd'hui, il y a une dizaine, je crois, d'entreprises qui ont obtenu la labellisation. Je crois qu'il y en a plusieurs dizaines qui ont candidaté, et puis on espère que ce type d'outil va finalement inciter les entreprises à davantage agir en faveur des salariés aidants. Donc vous voyez, ce sont des engagements et des caractéristiques qui, en interne des entreprises, les impliquent à sensibiliser leurs managers, évaluer en continu l'offre qu'ils proposent aux salariés aidants, à les informer, à mesurer l'impact de leur action. Donc pour les entreprises, c'est quelque chose qui les challenge et qui valorise leurs engagements. Donc voilà, ça fait partie de ces solutions qu'on est en train de mettre en place. Alors, peut-être que maintenant qu'on voit un peu qui sont les aidants et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, on peut regarder plus précisément quelles sont les formes de soutien qui se sont progressivement mises en place, organisées pour mieux soutenir et accompagner ces proches aidants. D'abord, le premier constat, et là encore le témoignage qu'on a vu en introduction était assez emblématique. Il n'existe pas sur le territoire un lieu où on trouve toutes les informations. Et je ne sais pas si l'aidante qu'on voit dans le témoignage, si elle s'était s'adresser à l'espace senior, si elle est dans une personne en situation de handicap, je ne sais pas si elle trouve des informations qui sont destinées à sa situation. J'en doute, en fait. Mais peut-être qu'on verra le témoignage. J'en doute parce que finalement, ça révèle bien tous les cloisonnements qu'il y a, tout particulièrement dans le secteur médico-social, où d'un dispositif à l'autre, on n'a pas le même public, on n'a pas les mêmes aides, ce n'est pas les mêmes conditions. Et pour les aidants, tout ça, c'est un véritable maquis dans lequel pouvoir s'orienter, ça relève d'un long apprentissage. Donc on a une myriade de structures qui existent. On a les CCAS, on a les clics, on a des réseaux, enfin des ex-réseaux de santé, on a des plateformes d'accompagnement et de répit, on a des associations de malades qui font un travail important. On a le département, la MDPH, et on a l'impression que tout ça, ça n'aille pas forcément bien le territoire, où il reste de nombreux cloisonnements, qui fait que les gens sont un peu perdus ou renvoyés à leur situation. En tout cas, il n'existe aujourd'hui pas un lieu, comme pourrait l'être finalement la MDPH vis-à-vis du handicap, où les proches aidants pourraient retrouver un accès à toutes les informations. On a différentes aides financières qui permettent d'indemniser en partie le rôle d'aidant. Alors je cite notamment la PCH, la prestation de compensation de handicap, où quand vous êtes finalement aidant d'une personne en situation de handicap qui a besoin d'aide humaine, vous pouvez avoir une indemnisation. Alors, une indemnisation de 3 ou de 5 euros de l'heure en fonction du temps que vous allez y passer. Donc, vous voyez, ça reste, c'est pas un salaire, hein, c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation du rôle que vous allez avoir. C'est un dédommagement, exactement. Un dédommagement qu'il faut néanmoins, je crois, déclarer ses impôts. Petit paradoxe. Ouais. Voilà. Mais bon, je passe. Donc on a des aides financières qui existent, comme la PCH ou comme l'AEH. On a des services à la personne. Donc je commençais mon propos en vous parlant des enquêtes qu'on a réalisées dans les services d'aide à domicile, où là on a une offre de services capable finalement de répondre à l'ensemble des besoins d'aide à la vie quotidienne des personnes aidées. On a des formations pour les proches aidants. Je vais vous présenter rapidement une des formations qui existent sur le territoire. On a des groupes de parole, le soutien psychologique, le fait de se réunir entre aidants pour échanger sur la situation. Et on a des solutions de répit que je présenterai également. Alors, un petit exemple de formation avec l'Association française des aidants, qui est une association nationale qui vise à représenter les proches aidants auprès des pouvoirs publics et également à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Vous connaissez peut-être les cafés des aidants. Et ils ont également mis en place une formation en ligne sous forme d'un MOOC pour les proches aidants. C'est plus simple forcément de chez soi plutôt que de se déplacer en ayant la contrainte d'avoir une solution pour s'occuper de la personne aidée. Donc il y a des formations en ligne qui se mettent en place, des formations qui sont pas tant destinées à équiper un proche aidant comme le serait un professionnel, mais plutôt à le faire réfléchir à son rôle. On ne veut pas transformer les proches aidants en de quasi-professionnels, on veut plutôt les accompagner dans un cheminement
dans une réflexion pour justement les aider à trouver la place qui leur paraît adaptée, le rôle qu'ils souhaitent avoir vis-à-vis de leurs proches. Donc, vous voyez, c'est plutôt des formations à but réflexif que des formations à visée très opérationnelle. On ne vient pas là apprendre à des proches aidants à utiliser un lève-malade ou différentes aides techniques qui pourraient leur permettre de s'éviter des problèmes au quotidien. Alors, un mot sur les différentes solutions de répit qui existent. D'abord, un point de définition. Contrairement à toutes les aides qui existent pour la personne aidée, le répit se distingue d'elle en étant une solution qui est à la fois pour la personne aidée et pour le proche aidant. Il y a bien ces deux objectifs dans la solution de répit. Le répit, c'est quelque chose de ponctuel et de temporaire. L'enjeu du répit, c'est de restaurer la qualité de la relation entre une personne aidée et un proche aidant en offrant une prise en charge globale de l'ensemble des besoins de la vie quotidienne. Alors il y a différents lieux de répit qui existent. Vous connaissez certainement les accueils de jour, l'hébergement temporaire dans les EHPAD, l'accueil temporaire dans les établissements médico-sociaux. Il y a, je ne sais pas si ça existe dans l'Aude, les villages répit-familles, qui sont comme des centres de vacances adaptés pour les familles. Il y en a. Et puis il y a le répit à domicile, que vous connaissez peut-être sous l'appellation de baluchon. Le baluchonnage, ça a été inventé il y a une quinzaine d'années au Québec, et puis depuis lors, on essaye de l'implanter en France. Alors en France, il ne s'appelle pas forcément baluchon, il peut s'appeler relayage, il peut s'appeler suppléance. C'est l'idée d'avoir, contrairement à l'aide à domicile, vous allez avoir plusieurs aides à domicile, plusieurs intervenantes qui vont venir au cours de la journée. Là, c'est d'avoir un intervenant unique qui vient remplacer un proche aidant sur une longue durée. Pas sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures, mais plutôt sur 2 jours, 3 jours. Au Québec, ils vont jusqu'à 15 jours d'affilée. Donc c'est pour vous donner, et avec un intervenant unique. Et alors on appelle ça baluchon parce que quand on va 15 jours au domicile d'une personne, on vient avec ses affaires, on vient avec son baluchon. Voilà. Alors pendant très longtemps en France, le baluchonnage, il y avait beaucoup de gens qui essayaient d'en faire et qui étaient tous confrontés à deux contraintes fortes. La première, c'était juridique. Comment on fait travailler 15 jours d'affilée quelqu'un? Le droit du travail nous pose quelques soucis avec ça. Il y a des métiers dans lesquels c'est possible. Quand vous êtes animateur d'un centre de vacances, il y a tout un tas de dispositifs qui font que c'est possible, mais là, on avait des difficultés à le faire. Et puis, d'un point de vue financier, c'était la grosse contrainte. 1 heure d'aide à domicile, c'est 20, 25 euros. Alors, vous imaginez le prix d'un baluchonnage sur le modèle d'1 heure d'aide à domicile, 24 heures fois 25 euros fois 15 jours d'affilée. Ça représente des montants importants. Ça représente des montants importants et finalement, si on compare ce que coûte le prix d'une hospitalisation d'un proche aidant qui va chuter avec sa personne qui va être également hospitalisée par la même, ça permet de relativiser ce que peut coûter le répit. Alors, un focus sur, je vous disais, il y avait ces freins juridiques et financiers qui existaient. Vous avez peut-être entendu, au début de l'année, il y a eu un appel à candidature. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé dans l'Aude un porteur, mais il y a une expérimentation qui est en cours pour déroger au droit du travail et permettre justement des solutions de répit à domicile sur de la longue durée, jusqu'à 6 jours d'affilée. Alors c'est un appel à projet double, puisqu'il y a à la fois le répit à domicile et puis les séjours en établissement. Néanmoins, si dans l'Aude, il n'y a pas encore de dispositif faisant partie de cette expérimentation, il y a un objectif de généralisation en 2022. Donc je vous recommande de suivre très attentivement l'évolution de cette expérimentation parce que de fait, ça va se déployer sur tout le territoire. Alors je vous ai dit un mot là sur les freins au développement des solutions de répit d'un point de vue très pratique. Si on essaye d'analyser plus profondément pourquoi en France on a du mal à faire émerger une offre de répit conséquente par rapport aux difficultés des aidants, alors que dans les pays anglo-saxons, finalement, on a une couverture qui est bien meilleure. En fait, ce qu'on met en évidence, c'est que notre modèle en France, l'organisation de notre système de soins est très performante sur tout ce qui concerne les états aigus. Toute la médecine et le système de santé sait très bien prendre en charge les épisodes aigus d'un point de vue médical. Par contre, tout ce qui va être l'accompagnement des soins de longue durée, là, on a un système de santé qui est pas du tout conçu pour accompagner cet aspect. Et en fait, notre conception du soin en France, elle est très technique, elle est biomédicale.
Soigner, ça veut dire réaliser un acte, c'est très technique. Et vous savez, les Anglais, ils utilisent un terme qu'on a du mal à traduire en français qui s'appelle le care. To take care, prendre soin. Et dans cette notion-là, dans l'idée du care comme cela représente les Anglais, on y inclut tout l'aspect relationnel. La relation fait complètement partie du soin. Alors qu'en France, vous voyez, on est obligé de dire relation de soin, comme si la relation ne faisait pas naturellement partie du soin. Et dans cette vision du care, eh ben, finalement, on prend en charge l'ensemble des besoins d'une part de la personne, sans la saucissonner par rapport à ses différentes pathologies ou ses besoins en soins, mais également son entourage. Et il y a même une éthique du care que les Anglais ont formalisée et qu'on peut résumer en France en disant prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est finalement ça qu'on n'arrive pas vraiment à faire ou sur lequel il faut qu'on progresse. Donc le répit en France, on a du mal à le faire parce que justement, on n'arrive pas à le considérer comme faisant partie de ce soin. Et donc le répit n'est pas financé comme le sont les soins. Vous avez besoin d'une piqûre, d'un acte infirmier, c'est la sécurité sociale qui vous rembourse. On pourrait tout à fait imaginer que le répit, ça relève de l'offre de soins qui fait partie de notre système de santé. Donc voilà pourquoi, d'un point de vue conceptuel, on a du mal encore à généraliser et développer le répit. Et puis on a une multitude de financeurs différents. Vous avez certaines ARS, par exemple en Normandie, qui financent depuis 10 ans des services de répit à domicile sur des budgets qu'ils ont réussi à trouver. D'autres ARS qui ne le font pas. Vous avez des départements qui soutiennent des services de répit ou des offres de répit. Vous avez la CAF qui, département par département, ont aussi des enveloppes parfois pour financer des heures de répit. Vous avez des mutuelles, des groupes de protection sociale qui intègrent le répit dans leurs prestations aujourd'hui. Vous avez des fondations. Bref, vous avez tout un tas de financeurs. Et bien souvent, quand vous avez besoin de répit, vous n'en trouvez pas. C'est un peu le paradoxe de la chose. Voilà, donc voilà un peu pourquoi en France c'est vraiment compliqué ces histoires. Et malgré tout, on a fait depuis plusieurs années déjà des évaluations de ces dispositifs de répit et de leurs effets, de leurs impacts, de ce qu'ils amènent sur la situation. Alors, ce qu'on voit en premier lieu, je vous disais, le répit, c'est une prise en charge globale des besoins de la personne, mais c'est également un accompagnement de l'aidant. Le répit, son premier effet, c'est d'apporter une écoute, un dialogue aux aidants, donc un soutien aux familles. On voit également des impacts très positifs sur l'état de santé des proches aidants, et plus le répit est long, plus on perçoit des impacts forts sur la santé des aidants. Et puis, généralement, et là c'est un peu une invitation que je vous fais, là où on voit des dispositifs de répit qui se mettent en place, ce sont là où il y a des dynamiques territoriales entre acteurs qui également se constituent. Donc peut-être que votre collectif est la première pierre de ce que pourrait être une offre de répit qui se constituerait sur votre territoire. Alors un exemple assez emblématique de ces projets de territoire qui portent des solutions de répit, c'est la Fondation France Répit qui est implantée à Lyon, en Rhône-Alpes, et qui s'appuie sur la métropole de Lyon pour mettre en place finalement une plateforme, alors pas une plateforme d'accompagnement et de répit, une plateforme qui recense l'ensemble des propositions de répit sur le territoire et qui a même réussi à lever des fonds très conséquents auprès des entreprises pour créer une maison de répit, alors qui accompagne beaucoup les parents d'enfants en situation de handicap, mais qui commence à s'ouvrir à tout un tas d'autres situations. Donc si ça vous intéresse, et comme vous avez la connexion Internet, vous pourrez aller voir cette maison de répit avec les vidéos qu'ils ont mis en ligne. Quand on écoute les aidants et qu'on leur demande finalement qu'est-ce qu'il faudrait, la plupart du temps ils nous disent le problème c'est qu'on n'est pas assez reconnu dans d'autres rôles. Donc la reconnaissance des proches aidants, c'est un point sur lequel les politiques publiques ont essayé d'avancer. Alors il y a eu plusieurs avancées d'ailleurs. La première, c'est dans la loi du 11 février 2005 sur le handicap, il y a le statut d'aidant au titre de la PCH qui a été formalisé et donc qui est indemnisé. Dans la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, il y a une définition de la notion de proche aidant qui a été pour la première fois formalisée. Plus récemment, dans Réponse accompagnée pour tous, là encore, il y a des actions ciblées de soutien aux aidants qui sont prévues. Et puis tout récemment, là en octobre dernier, vous l'avez sans doute vu, il y a une stratégie de mobilisation et de soutien à Agir pour les aidants qui a été formalisée par le ministère de la Santé.
Donc on voit que cette reconnaissance du rôle des proches aidants est à l'œuvre, avance, pas à pas, strate par strate. Et pour autant, on a encore des pouvoirs publics qui sont dans une forme d'ambivalence, puisque finalement, si on accorde une reconnaissance à ces proches aidants, c'est qu'on sait qu'ils pallient, qu'ils compensent des insuffisances très fortes en matière de réponse aux besoins d'aide des personnes. Alors j'ai un ami, quand on parle de cette question-là, il dit souvent que si on additionnait tous les actes de soins que réalisent gratuitement les aidants, on aurait la première entreprise de santé en France. En fait, c'est très vrai en fait. Les proches aidants sont ceux qui, bien plus que les professionnels de santé, réalisent le plus grand nombre d'actes de soins, y compris sur l'aspect infirmier au domicile. Donc on voit bien que les aidants, ils ont un rôle et donc une gratuité de leur rôle qui finalement arrange bien, entre guillemets, les dépenses publiques, puisque c'est autant de besoins qu'il n'y a pas besoin de financer ou de valoriser. Et puis, derrière cette ambivalence, si on creuse un peu plus, on trouve un problème qui est plutôt d'ordre moral, avec l'injonction à aider, qui est d'ailleurs inscrite dans notre code civil, l'obligation alimentaire. Voilà pourquoi vous devez vous retrouver à payer en partie à la place de l'EHPAD de vos parents s'il n'en a pas les capacités. Donc, il est convenu dans notre société que aider relève d'un devoir. Et toute la difficulté, c'est ce qu'on sait très bien, d'un point de vue scientifique, c'est qu'on ne sait pas bien aider quelqu'un quand on ne l'a pas choisi. Donc quand vous devez retrouver obligé d'aider quelqu'un alors que ce n'est pas votre choix, c'est là où on génère de la souffrance, de la maltraitance, de la violence, des problèmes de santé, etc. Donc voilà un peu le défi sur le plan moral qu'on a à relever ensemble. Derrière cette question de la reconnaissance, bien souvent, la question c'est faut-il créer un statut pour les aidants ? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a ce débat en France, débat qui n'a jamais été tranché, ou plutôt qui reste tranché sur la question du non. On ne fait pas de statut pour des aidants, on met en place au fur et à mesure des droits, on facilite l'accès à du soutien à des aides, mais on ne va pas aller jusqu'à formaliser un statut. Alors, regardons ce que je vous propose de faire, les arguments qui s'opposent dans ce débat. Les partisans d'un statut mettent en avant qu'au regard de tous les risques qu'encourent les aidants aujourd'hui, risques sérieux, un statut, ça serait un bon moyen de protéger contre ces risques, et ça serait aussi la possibilité de fonder un choix. Parce que j'ai la possibilité de prendre un statut de proche aidant, ça veut dire que je vais faire l'acte de choisir de l'être ou pas. Donc j'ai une alternative à ne pas être aidant. Donc voilà la ligne d'argumentation des partisans du statut de proche aidant. Les opposants à ce débat, majoritaire encore aujourd'hui, mettent en avant le risque d'exclusion ou d'enfermement des proches aidants dans ce statut, avec en plus doublé d'un risque de précarisation, puisque aujourd'hui finalement ce statut d'aidant ne ferait que compenser le manque de personnel qu'on a en créant de quasi-professionnels qui n'ont pas reçu les formations d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie ou d'infirmière et à qui finalement la société confierait le même travail qu'à des professionnels. Donc voilà un peu le double risque qui est mis en avant contre ce statut de proche aidant. Alors ça nous permet maintenant d'en arriver à la question épineuse des relations entre les professionnels et les proches aidants. Une relation sous tension, une rencontre sous tension, pourquoi ? D'abord parce que pour les professionnels, être confronté à des aidants, c'est déjà s'exposer à la critique. Les aidants observent très finement tout ce qui n'est pas adapté dans les réponses qu'on leur propose. Et donc bien souvent, c'est ça d'abord qui renvoie à des professionnels. C'est bien beau ce que vous me proposez. Alors un exemple caractéristique, c'est la nuit. Vous êtes conjoint d'un malade d'Alzheimer, vous faites un plan d'aide à pas, vous allez avoir l'APA, vous allez avoir des heures matin, midi et soir, très bien, et la nuit, rien du tout. Voilà. Donc de fait, vous continuez à l'aide, quoi. Voilà. Donc les aidants observent très bien dans notre offre d'accompagnement tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas adapté, tout ce qui n'est pas ajusté. Et puis ensuite, les aidants savent particulièrement bien repérer tout ce qui va être l'expression d'un jugement de valeur, d'une représentation ou d'une connotation qui va ne faire finalement que renforcer ce sentiment d'assignation, de devoir aider la personne qu'ils vivent déjà très fortement au quotidien. Voilà pourquoi les professionnels sont peut-être pas toujours accueillis les bras ouverts et chaleureusement par les aidants qui voient en eux ce que le système ne répond pas aujourd'hui. Si on se place du point de vue des professionnels, comment apparaissent les aidants ?
D'abord, les aidants, ils peuvent avoir des demandes paradoxales ou ambivalentes, puisque bien souvent, ils parlent au nom de la personne aidée, surtout quand la personne aidée n'a plus d'ailleurs l'accès au langage, et sans faire bien la différence entre ce qui est leur intérêt à eux et ce qui relève de l'intérêt de la personne. Donc les professionnels peuvent être dans cette confusion, finalement, de quel besoin on parle, de celui de la personne aidée ou de celui de l'aidant. Et puis en second lieu, malheureusement encore aujourd'hui, les professionnels, quand ils sont en contact avec des proches aidants, ils arrivent souvent un peu trop tard. Un peu trop tard, ça veut dire que les aidants, ils ont déjà tellement galéré pendant des années qu'ils sont dans un état d'épuisement assez avancé, épuisement qui se mêle avec du chagrin, avec de la détresse, avec de la dépression. Donc finalement, on a des aidants qui ne sont pas franchement disponibles pour réfléchir. Ils sont plutôt dans un état d'urgence en fait. Donc, ils ne sont pas vraiment dans les dispositions faites ou adaptées à la réflexion et surtout à la décision. Voilà comment la rencontre de base se passe sous tension. Alors, il m'arrive de faire des formations régulièrement auprès des auxiliaires de vie. Et généralement, en formation, je leur donne la parole pour qu'elles me racontent leur travail, leurs expériences au quotidien. Et pas plus tard que la semaine dernière, je faisais une formation en Normandie avec une auxiliaire de vie. C'était une formation sur le repérage des risques de perte d'autonomie, comment intervenir en faisant de la prévention avant que la dépendance devienne trop forte. Et en étudiant une situation, une auxiliaire de vie me raconte ce cas que je vous présente aujourd'hui et qui est assez emblématique, je crois, de ces relations compliquées entre professionnels et aidants. Donc on a affaire à une fille qui a un peu plus d'une soixantaine d'années, qui est une ancienne infirmière, qui est à la retraite et qui a voulu bien faire en prenant sa maman avec elle, chez elle, en aménageant une partie de la maison comme un petit studio pour que sa maman puisse avoir son indépendance. Enfin, elle a vraiment voulu tout bien faire pour que sa maman, qui est très âgée, qui a un peu plus de 95 ans, soit bien chez elle. Et puis, après quelques années, les besoins de la maman ont évolué. La maman est devenue incontinente, elle a beaucoup de mal à se déplacer. La fille, elle s'aperçoit que sa retraite, c'est pas une partie de plaisir et qu'elle ne fait que ça. Alors, la fille est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Et finalement, elle passe l'essentiel de sa journée à s'occuper de sa maman, à tel point qu'elle est épuisée et donc... je ne sais pas si c'est au sein du CLIC où un travailleur social arrive à l'orienter vers l'APA, elle fait un dossier, des aides à domicile se mettent en place, 3 passages par jour, au moment du lever, au moment du repas le midi, le coucher le soir. L'auxiliaire de vie, elle fait son métier, ça veut dire qu'elle vient non seulement faire des tâches pour aider, mais également parler avec tout ce monde-là. Donc elle instaure une relation de confiance, elle met en place les conditions pour que ça se passe bien. Donc la fille se confie, elle parle avec l'aide à domicile, elle lui raconte qu'au cours des 6 derniers mois, elle a chuté 6 fois, qu'elle a perdu une vingtaine de kilos. En fait, la fille, elle fond à vue d'œil, quasiment. Elle fond à vue d'œil parce que l'aide de sa maman est devenue trop importante pour elle, et à tel point que l'auxiliaire de vie en fait, s'inquiète de l'état de santé de la fille, bien plus que celui de la maman, qui, elle, finalement, a des besoins qui évoluent, mais qui sont relativement bien pris en charge et stabilisés. Et la maman, elle aussi, elle se confie parce qu'elle comprend cette situation. Elle a conscience de la charge qu'elle représente pour sa fille, mais elle n'arrive pas à en parler avec sa fille. Et elle culpabilise parce qu'elle pense que c'est elle la cause de la souffrance de sa fille. Alors l'auxiliaire de vie qui s'alerte de cette situation, on parle à sa responsable, qui vient faire une visite à domicile pour rencontrer la fille, pour essayer de lui proposer des solutions comme un hébergement temporaire, comme venir faire plus d'heures à domicile pour lui permettre de prendre un peu de répit. Et la fille est dans un tel état d'épuisement qu'elle ne peut pas entendre ces propositions. Elle ne fait que les refuser parce qu'elle est dans un tel état avancé d'épuisement que finalement, à bout, elle n'envisage pas d'autre solution que finir comme ça avec sa maman. C'est après moi le désastre. C'est un peu ça la mentalité. Et sauf que ça va avoir des conséquences directes pour l'auxiliaire de vie parce qu'elle avait mis en place des bonnes relations. Et maintenant, la fille lui en veut d'avoir parlé avec sa responsable. Et donc, toutes les relations se sont dégradées. Voilà une situation assez caractéristique de ce qu'on vit à domicile en tant qu'auxiliaire de vie avec des aidants. Alors, peut-être pour terminer et donner des pistes d'espoir et de construction ensemble, donc oui, les aidants souffrent d'un manque de reconnaissance. Et je crois que si vous êtes des professionnels, votre rôle, c'est d'être les premiers acteurs de cette reconnaissance. D'abord parce que vous êtes sans doute bien placé pour repérer les situations avant même que les risques deviennent trop importants. Ensuite,
D'ailleurs, le témoignage qu'on a vu vidéo au début le montrait très bien. Je crois que les professionnels, vous avez également le levier pour faire évoluer les représentations, les images, les clichés qu'il y a sur l'aide. Bien souvent, en tant qu'aidé, on se projette trop vite comme une victime, et en tant qu'aidant, on n'a pas non plus envie d'avoir ce rôle de héros, parce que finalement, on ne fait que répondre à des besoins. Donc toutes ces images, celles de la victime, celles du héros, elles ne conviennent pas du tout à ces relations d'aide, elles ne font que nous orienter sur des travers. Donc c'est ces représentations qu'il faut faire évoluer. Bien souvent, votre rôle professionnel, c'est d'abord d'être à l'écoute, d'être une possibilité de dialogue avec les aidants. Et puis cette écoute, c'est un cheminement vers la possibilité de choisir en tant qu'aidant ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, quelles sont les limites qu'on est prêt qu'on voudrait se donner, qu'est-ce qu'on peut déléguer. Et enfin, c'est encore une fois une invitation que je vous propose. Souvent, j'ai l'occasion de participer à des projets innovants, et les projets innovants, ça vient souvent de cette co-construction entre des professionnels et des proches aidants, des professionnels qui veulent faire un peu plus que uniquement la délivrance des aides, des missions qui leur sont instituées, et puis des proches aidants qui veulent s'engager au-delà de leur situation personnelle. Alors, je vous disais, les aidants, ils observent et constatent très finement toutes les insuffisances qu'il y a aujourd'hui dans notre fonctionnement au niveau médico-social, au niveau du système de santé. Et tout un tas de solutions innovantes apparaissent dès lors que des professionnels et des aidants réfléchissent ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je vais vous donner un exemple, vous avez entendu parler aujourd'hui à l'habitat inclusif qui se développe, qui est un peu une alternative entre les institutions, les places en établissement et puis le domicile, une alternative entre les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de proches aidants qui réfléchissent à comment avoir une alternative à l'EHPAD, à la maison de retraite, sans pour autant que ce soit du domicile. Et quand les professionnels travaillent et réfléchissent avec eux sur ces solutions, ça peut donner des projets. Alors si vous avez l'occasion de venir en région parisienne, je vous inviterai volontiers à aller à la découverte de la Maison des Sages qui vient d'ouvrir à Buc, dans les Yvelines. C'est une colocation pour malades d'Alzheimer. C'est un modèle qui est inspiré d'Allemagne. En Allemagne, il y en a 8000 qui existent. En France, c'est la première. On a un petit peu de retard. Et donc sur le principe de la colocation étudiante, on a 8 personnes malades d'Alzheimer qui vivent dans une belle maison qui a été toute restaurée. Ce sont les proches aidants qui ont en lien avec un service d'aide à domicile, avec la mairie de la commune, avec l'ARS, avec le département. Tout le monde a joué le jeu. Et puis on voit de belles réalisations comme ça qui se passent. Donc voilà, c'est une invitation à travailler ensemble. Je vous remercie pour votre attention.